Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Je vous propose aujourd'hui un entretien avec Madé, qui est peintre et qui nous explique son travail, ses recherches, ses expérimentations et ses trouvailles. Ensuite, je vous propose une petite revue de presse sur la culture. Vous savez qu'en ce moment, les acteurs culturels sont inquiets parce que dans le projet de loi de finances pour 2025, le budget de la culture a été préservé, c'est vrai, et devrait être reconduit au même niveau que celui de 2024, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Et Nicolas Dubourg, qui est président du syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, le Syndeac, nous explique pourquoi. Parce que, dit-il, nous sommes dans une situation extrêmement critique. S'il ne se passe rien, si les projets de budget ne sont pas amendés, on peut s'attendre à ce qu'en 2025, des artistes cessent leur activité, des personnels permanents d'institutions publiques soient licenciés et que le nombre de créations et de représentations proposées au public accuse une baisse drastique. Malgré, bien sûr, vous vous souvenez, des financements croisés entre l'État, les villes, les départements et parfois les régions. Aussi, notre association, en tant que porte-parole de public, une association de spectateurs, nous avons trouvé bon de nous positionner par rapport à ces inquiétudes, parce que dans le fond, nous sommes avec les artistes, avec les acteurs culturels, et nous comptons sur eux, comme eux peut-être comptent sur nous. Madé, bonjour. Alors, vous êtes peintre, vous êtes installé au Havre depuis 2018-20. Vous êtes déjà venu en 2016, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Je suis venue en 2016 pour voir l'exposition, la rétrospective de Eugène Boudin, Voilà. au MUMA. Oui. Et c'était une découverte. C'est ça. Vous venez d'exposer à la Glacière, de février à mars 2024. Vous allez bientôt exposer à Lille, dans une galerie qui s'appelle l'Espace du Dedans, du 10 janvier au 8 février 2024. Et j'aimerais bien m'entretenir avec vous de votre travail parce qu'il me semble tout à fait original et tout à fait intéressant au niveau création. Enfin, on va s'expliquer. Je crois que vous avez pas dessiné très tôt. Ah si, petite. J'ai toujours dessiné Voilà. toute petite parce que, en fait, on était une fratrie, il y avait toujours du monde en plus chez mes parents, à Annecy, il y avait le lac d'Annecy, donc voilà, les cousins venaient pour respirer le bon air. Voilà. Mais il y avait toujours du bruit et moi, j'aimais pas le bruit. Et donc, je me mettais dans une pièce et je dessinais et j'avais la paix. Voilà. Et le silence. Voilà. Oui, oui. Et vous avez d'ailleurs suivi quelques cours dans une école d'art à Annecy. Oui. Oui. À l'adolescence. Voilà. Ouais, plusieurs années d'ailleurs. Voilà. Ouais. Et alors déjà, vous étiez attiré par la couleur à ces époques-là? Oui, la couleur, puis le plaisir de peindre, quoi. Voilà, de regarder des choses, de les peindre. Oui, avec la couleur, plus que le fusain, ouais. Oui. Le crayon papier, Voilà, par exemple. c'est ça. Oui, oui. Puis je crois après que vous avez été séduite par la Bourgogne, donc vous avez admiré la lumière dorée, Oui. comme vous l'appelez. La lumière dorée, oui. Oui. Et là, vous y avez beaucoup travaillé. Alors c'est vrai que dans vos créations, tous les débuts, ce sont des premiers jets, des premières recherches. Oui, des fleurs, un arbre, un ciel, voilà. Mais oui, c'est toujours que de la recherche. Oui. Après, c'est devenu un travail quand, comme j'étais attirée par les vues de dessus des toits, les tuiles et tout ça, et que les tuiles sont devenues une seule, c'est devenu un rectangle. Après, là, c'est la couleur qui a pris le dessus. Travail sur la couleur. Et en fait, il y a toute une progression, parce que je crois, si l'on voit les toiles d'autrefois, vous peignez d'abord les toits
les tuiles de manière très figurative, très réaliste. Et petit à petit, vous vous échappez de ces détails pour Oui, aller vers la forme oui, et la couleur, peut-être. exactement. Oui. Ouais, c'est vrai. Oui. J'ai simplifié, voilà, un paysage avec que des toits où il y a déjà de la géométrie quand on les voit en vue de dessus. J'ai enlevé les toits, j'en ai gardé qu'un. Sur ces toits, il y avait des tuiles. Ces tuiles, c'est devenu un rectangle au bout de 3, 4, 5 mois, quelque chose comme ça. Oui. Voilà. Et après, je suis arrivée dans la couleur. J'avais plus qu'une couleur dans un rectangle. C'est ça. Alors je crois que quand vous êtes venu au Havre et que vous avez vu cette exposition d'Eugène Boudin, vous avez été frappé aussi par les couleurs. Alors, dans Eugène Boudin, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est ces nuages, ce nuage, enfin cette carte que j'avais, que j'ai retrouvée en vrai dans la peinture, c'était une étude. En fait, c'était gris, donc que des gris, et des gris où le gris, bon, on le met avec un noir et un blanc, mais en général, un blanc, c'est toujours une couleur qui est opaque, pratiquement, en peinture. Et donc, lui, il fait des... Sur cette carte-là, il y avait des nuages qui ont un gris, mais transparent. Et un gris qui fait que le nuage ne tombe pas, il n'est pas lourd, quoi. Oui. Voilà. Et donc ça m'avait beaucoup, beaucoup touchée parce que moi, quand je suis arrivée en 2016 pour voir cette exposition, j'avais l'intention de travailler les gris parce que la connaissance de tout ce que m'apportait la lumière dorée de Lyon, je commençais à l'épuiser, je sentais que ça arrivait. Et le gris, c'est un monde, voilà. Et c'est hyper compliqué et je voulais savoir comment il avait peint ça. Voilà. Donc après, je suis rentrée dans cette couleur-là, comme maintenant, ce que je fais là, des gris, les gris du Havre. Tout un travail de couleur, de matière, de concentration, de composition dans les couleurs, selon les pigments, selon les supports. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut dire que vous travaillez par série? Oui. Oui. Ah oui. Ouais. Parce que j'ai l'impression que dans cette série, vous expérimentez. Que votre premier gris, par exemple, est différent du dernier gris. Ouais. Que vous avez trouvé quelque chose, alors je ne sais pas quoi, vous allez peut-être nous l'expliquer. Vous avez essayé, vous avez trouvé au fur et à mesure. Ici, au Havre, oui, j'ai observé de mes fenêtres, là, presque 6 mois avant de prendre des pinceaux. J'ai observé les nuages, j'ai observé comment se faisaient les ombres, comment elles devenaient à peine colorées, à peine rouges le soir, à peine... Voilà, quand ça prend des couleurs différentes de gris, c'est pas que blanc et noir, quoi, un gris. C'est loin de là. C'est comme s'il y avait des écrans transparents qui se chevauchaient. Et ça bouge tout le temps. Donc on découvre aussi une peinture qui bouge, quoi. Il y a... Ouais. Donc oui, c'est vrai que j'ai découvert ça, donc on peut en faire, je peux en faire toute ma vie, mais c'est un peu, voilà. Vous voulez travailler à l'acrylique, au pastel? Les deux. J'ai commencé par des pastels au tout début pour voir ce que ça donnait, mais le pastel ne donne pas la transparence. Oui. Alors que la peinture acrylique, ou même la peinture à l'huile, ça donne, on peut travailler pour une transparence. On peut modifier la concentration des pigments avec l'eau, avec des produits différents, quoi. Pour les modifier complètement. On peut faire des blancs transparents et des blancs opaques. C'est ça, oui. Vous m'avez aussi semblé séduite par les glacis à un moment de votre formation. Alors, dans la formation que j'ai eue, c'est vrai que j'ai rencontré Jean-Olivier Hucleux, qui était l'hyperréaliste français, et en fait, qui m'a appris à faire des glacis. Et ce qui est très intéressant avec les glacis, c'est que c'est vraiment, on met de la lumière.
Par exemple, dans un bouquet de fleurs. J'ai fait, vous avez vu un bouquet de fleurs, là, des Dimorphotheca, qui sont des fleurs oranges, un peu comme des soucis. J'ai peint tous les pétales du même orange. Oui, oui. Et ensuite, j'ai mis des glacis lumière, donc un orange beaucoup plus clair, presque blanc, les endroits où la lumière tapait sur le pétale. Et puis des oranges un peu plus foncés pour faire les ombres. Et alors là, à ce moment-là, tout le bouquet prend du volume. C'est ça. C'est ça. Voilà, ça c'est... Et là, vous avez expérimenté ce procédé aussi pour vos gris, vos couleurs? Ah, pour les gris, c'est pareil, c'est-à-dire que je les fabrique. En fait, je ne prends pas des blancs et des noirs. Ah, voilà. Je prends des couleurs en me disant, ce gris-là, il est composé, il y a du vert, il y a du orange, il y a du violet, il y a... Voilà, je cherche à voir ce que je vois. Je teste, je fais des petites plaquettes et puis je fais des essais pour voir si au bout de 10, 20, 40 glacis les uns sur les autres, si ça va faire un gris, et bien si ça le fait, j'y vais. Oui. Et donc voilà, je prends mon bois et je le fais. Alors des fois c'est un peu difficile, il y a des gris rebelles, hein. J'en ai un qui s'appelle Rebelle parce qu'il a fallu que je... Oui, mais vous m'avez expliqué aussi qu'il y a des gris muets, des gris câlins. Oui, c'est ça, ouais. Des gris muets, quand notre ciel ici, du même gris, tout clair, il n'y a pas un seul nuage, on croirait qu'il n'y a même plus le soleil ni rien. Muet, complètement muet, Oui. Alors vous avez travaillé aussi sur des monochromes, non pas des monochromes forcément, mais sur du bois. Et alors ça m'intéresse de savoir comment vous avez procédé, parce que vous vous êtes rendu compte que les couleurs changeaient évidemment selon les couleurs avec lesquelles elles étaient appareillées. Et qu'elles changeaient aussi suivant l'exposition, suivant la température. Racontez-nous ça. Alors, selon la disposition, tout au début, j'avais commencé une grande surface, assez grande, 1,60 m de haut sur 120, tout noir, sauf une barre horizontale de 3 couleurs qui séparait 2 parties du noir. Donc cette peinture-là a été peinte, ça m'a demandé beaucoup de temps pour peindre tout le noir avec des tout petits pinceaux et cette espèce de ruban de 3 couleurs qui traversait. Et c'est une très grande toile. Oui. Oui, une très grande... Oui, c'est 1,60 m de haut. Et oui, voilà. Je dis toile, mais je ne sais pas le bon mot. Alors, c'est pas tout à fait une toile, c'est une toile qui est par-dessus du bois. C'est ça. Voilà. Oui. J'ai tendu la toile sur du bois parce que le bois, il y a des clous, sur les côtés, c'est pas beau, donc pour que ça soit très propre, j'ai tendu la toile. Donc là, vous avez passé plusieurs couches de noir avec un petit pinceau. Oui, parce qu'en fait, il faut toujours chercher son outil, avec quoi je peins. C'est ça. Si je peins avec un balai ou si je peins avec un tout petit pinceau. D'accord. Voilà. Oui. C'est comme les crayons, on aime bien son stylo, on aime bien... C'est vrai. C'est son outil, quoi. Voilà. Donc quand on a son outil, c'est difficile d'en prendre un autre. Oui. Et donc moi, j'ai trouvé très long la difficulté de faire quelque chose de très droit, sans mettre une règle, sans mettre du scotch. Je ne savais pas que ça existait, j'aurais eu peur que ça s'enlève. Bien sûr. Que ça enlève la peinture noire. Donc en fait, en réfléchissant, je me suis dit, mais puisque c'est du bois, je peux mettre un morceau de bois et j'aurai l'ombre portée de l'épaisseur du bois. Voilà. Et donc j'aurai un ruban que je n'ai pas peint. Oui. Mais qui est toujours là et qui va changer au gré du jour. C'est ça. Et vous avez d'ailleurs joué là-dessus pour plusieurs tableaux. Oui, parce qu'au début, c'était des couleurs foncées. Et après, je me suis aperçue qu'il y avait des couleurs qui réverbéraient. Oui, par exemple. Des couleurs très claires. Ouais. Des jaunes, des oranges, des roses, des bleus. Bleu ultramarine, toujours ça fait une auréole bleue, c'est magnifique. Voilà. Et donc le mur est devenu mon fond. Oui. Et vous avez aussi peint des monochromes
des monochromes, par exemple dans les rouges ou dans les oranges, et en deux parties, avec un relief. Oui, même celui que vous me montrez, c'est trois. Il y a Trois même. trois plans différents Voilà. sur ce carré. Il y a trois volumes différents qui sont donc séparés de 1 cm d'épaisseur à peu près. Et en fait, tout en étant peint avec la même couleur, le même rouge, on a 3 valeurs de rouge différentes. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que vous peignez quelque chose, vous avez une intention, vous peignez quelque chose, mais qu'à un moment, c'est la lumière ambiante, la température, ce que vous avez trouvé comme relief ou comme support qui donne le résultat. Oui, parce que je le découvre en fait. C'est ça. Parce que là, je l'ai fait, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ces trois parties, 3 espèces de fenêtres, on va dire, hein, dans ce volume de bois là. Parce qu'après, moi, je m'assieds, je l'accroche et je le regarde et je l'analyse. Ah oui, oui. Et comme j'analyse à chaque fois tout ce que je fais, en fait, j'essaie après de faire cette pièce-là, je vais la refaire plus simple, tout ça. Donc, en fait, tous les sujets que j'ai pris, toutes les séries que j'ai faites, elles découlent les unes des autres. Oui, oui. Oui. Donc, j'ai pas de rupture dans mon cheminement. Oui. Mais ouais. Ce qui est très important aussi, c'est que en fait, le tableau ne doit pas être posé n'importe où. Si c'est sur un mur blanc, sur un mur noir, sur un mur rouge, sur un mur jaune, c'est tout à fait différent. Oui, ouais. C'est ça. Et s'il est exposé au nord, au sud ou à l'est, c'est encore tout à fait différent. Et ça change tout le temps. Et ça change tout le temps. Vous avez réussi ça. Oui. Bah, c'est ça la lumière, la couleur lumière. C'est ça. Oui. Oui. Je pourrais lire un petit texte de Jean-Pierre Dacheux qui a été écrit en septembre 1989. Alors il s'adresse à vous à propos d'une exposition et il dit « Pose un instant tes pinceaux et regarde ce qui, de toi, se transpose et puis ose, choisis ce que tu offres, expose hors de ton atelier, hors de ton univers, hors de ton cadre familier, hors de toi-même, l'espace d'un instant, l'espace qu'un instant tu délimitas et repose tes mains, tes yeux, ton être, pour que seul parle l'œuvre où tu apposes ton nom. » C'est un beau texte. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vieux, hein, 89, c'était juste au moment où justement il fallait que je pose mes pinceaux pour regarder ce que je faisais. Oui. Ça a été un tournant, là, ça a été extraordinaire. Ouais. C'est ça. Et c'est à partir de là aussi que vous avez changé de façon de travailler, parce que j'ai compris que dans les débuts de ce travail sur bois, par exemple, vous avez eu l'aide d'artisans formidables. Oui. Alors là, c'était vraiment des bois qui étaient peints. Après, j'ai peint les épaisseurs, les champs, des panneaux. Donc du coup, c'est devenu un volume. Et quand j'ai mis un panneau sur un autre, plus petit et plus petit et plus petit encore, voilà. C'est devenu vraiment des volumes. Oui. Des volumes. Oui, voilà, par exemple. Effectivement. Et avec des courbes. Oui, alors là, il y a... Donc là, vous avez eu besoin de machines. Ah oui. Oui. Oui, j'ai appris aussi... j'ai fait des stages de menuiserie pour me servir de mes machines qui, des fois, ne voulaient pas démarrer. C'est tout simplement parce que j'avais oublié de mettre une protection. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Alors, j'imagine que dans votre exposition à Lille, dans la galerie L'Espace du Dedans, vous allez faire très très attention à ce qu'on appelle la scénographie. Comment sont posées vos œuvres, comment elles sont éclairées, comment... Alors, dans la galerie L'Espace du Dedans, en fait, la directrice, enfin la personne qui m'invite, Marie-Christine Dubois, elle connaît très bien son lieu et c'est elle qui me dit
ici, on accroche, et comme ci, et comme ça, à quelle hauteur et tout, parce qu'elle elle a une façon de regarder, c'est toujours bien accroché. Oui, oui. Voilà. Et sur des petites étagères, souvent elle met aussi des œuvres d'autres artistes qui fonctionnent avec les miennes. C'est ça. Donc du coup, je suis pas toute seule en principe, c'est moi qui expose, mais il y a toujours des à côté qui montrent que la peinture, c'est pas isolé, c'est la création, c'est pas isolé, on est toute une famille, et je trouve ça génial. Ah oui. Alors, c'est vrai que pour un regardeur, si on se met en face d'un monochrome, un gris par exemple, que vous allez exposer, on se rend compte, si on est patient et si on est curieux, qu'il faut qu'on le regarde longtemps. Et peut-être en bougeant légèrement sur la droite, sur la gauche, en se reculant, en s'approchant, parce que ça bouge, parce qu'il y a des lumières, des tons qui arrivent, un rose, un jaune, un vert, un orange. Vous voyez, j'ai l'impression que le regardeur doit être très curieux. Oui. Et il a à faire quelque chose. Il faut qu'il se déplace. Voilà. C'est vrai qu'il faut se déplacer, Oui. Il faut faire le tour presque. Parce que ça a l'air minimaliste. On pourrait parcourir comme ça au pas de course, mais on verrait rien. Oui, c'est vrai. C'est ça. Oui. Et surtout quand tout est blanc. Oui, sur par des exemple. murs blancs. Oui. Parce qu'on appelle blanc entre guillemets. Non, parce que c'était des vrais blancs. J'ai fait blanc sur blanc. J'ai fait une exposition blanc sur blanc à Tanlay, dans un grand lieu, dans un lieu de, je sais pas, il y a plus de 100 mètres. D'accord. Blanc sur blanc. Et c'était de vrais blancs? Un vrai blanc? Ou c'était un blanc que vous aviez créé? Non, c'était du blanc de titane, c'était le même blanc. Le même blanc. Et voilà des pièces là, ici, il y en a 3 qui sont là, elles faisaient partie de cette exposition. D'accord, mais c'est pas le même blanc que votre mur. Là, c'est pas. Non, parce que le mur, c'est ceux qui nous invitent à exposer, qui ont un blanc de. Je sais pas, de pièces. Enfin, ils doivent refaire les murs souvent. Oui. Voilà, mais c'est blanc. Oui. Et ça, c'est blanc aussi. Seulement, les pentes de ces volumes ne sont pas les mêmes, les angles ne sont pas les mêmes, donc ça modifie le blanc. Voilà. C'est ça qui est magique. Que je trouve magique dans votre peinture. Mais écoutez, Madé, je vous remercie, avec vraiment beaucoup de reconnaissance, de m'avoir permis de découvrir votre travail et vos expérimentations et vos trouvailles. Merci beaucoup. C'est des expérimentations, je trouve que c'est toujours des expériences quand même. C'est ça. Oui. C'est une aventure. Oui. Merci beaucoup. Pour une aventure, c'en est une. Merci beaucoup, Madé. À bientôt. À vous aussi. Nun ist die Welt so trübe, der weggehüllt
liebt das Wandern, fein Liebchen, gute Nacht. Von einem zu dem andern, fein Liebchen, gute Nacht. Will dich im Traum nicht hören, wer schad deine Ruhe. Sollst meinen Tritt nicht hören, sagt die Türe zu. Schreib ihm vorübergehen ans Tor die gute Nacht, damit du mögest sehen, an dich hab ich gedacht. Schreib ihm vorübergehen ans Tor die gute Nacht, damit du mögest sehen, an dich hab ich gedacht, an dich hab ich Parlons culture. Le 17 octobre, Christelle Morancé, qui est présidente de la région des Pays de la Loire, a annoncé un plan d'économie de 100 millions d'euros sur le budget 2025. Elle a pris tout le monde de court et elle a annoncé, par exemple, au personnel de la collectivité que 100 postes seraient supprimés d'ici à 28, sans préciser lesquels. Le député socialiste de la Mayenne a rétorqué en regrettant l'opacité et la brutalité pour les acteurs du territoire, d'autant plus que, par exemple, elle a annoncé que les associations culturelles seraient avisées de coupes budgétaires, dont elles vont faire l'objet par le conseil régional. Par exemple, le festival de rue Le Chaînon Manquant à Laval et à Changé, le festival de musique de la Folle Journée de Nantes, le festival de cinéma Premier Plan et la maison de Julien Gracq, transformée en résidence d'écrivains. Ou bien évidemment, c'est le syndicat CGT des artistes plasticiens des Pays de la Loire qui évoque des baisses allant jusqu'à 90%. Alors que les artistes et les professionnels du secteur le rappellent, le spectacle vivant pèse à lui seul plus de 150 000 emplois dans les Pays de la Loire. Alors Christelle Morancé est du parti Horizon depuis 2017, mais elle n'est pas la seule peut-être à renoncer à quoi ? À la culture, on va dire. Et c'est Michel Guérin qui lui répond et l'explique dans Le Monde. Il dit des maires et autres élus n'hésitent plus à dire ce qu'ils pensent de telle ou telle manifestation. Ils s'abritent derrière le goût populaire, soi-disant. Il a bon dos, ce goût populaire. Et il explique que la bascule date du début des années 2000 et qu'elle s'est vite intensifiée avec un Front national qui a montré la voie. Et il insiste aussi que, effectivement, le dynamiteur était Laurent Wauquiez, le président républicain de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'il a baissé d'emblée de 10% l'enveloppe pour les arts. Et en 2022, il a provoqué un scandale monstre en coupant les vivres aux établissements soi-disant éloignés des préoccupations locales ou jugés trop pointus. Il a effectivement ouvert la voie à beaucoup d'élus et c'est une offensive
large contre la culture, jugée institutionnelle, bobo, parisienne, expérimentale, qui s'est levée. Alors Nicolas Dubourg, qui était jusque-là à la tête du Syndéac, explique à propos de Laurent Wauquiez que c'est le mot démocratisation qui pose un problème. Parce que, en fait, il explique que le Front National et la droite républicaine ont très bien compris qu'il s'agit d'une guerre culturelle, puisque le vocabulaire, les mots ont été volés. Démocratisation, par exemple, auparavant, cela avait un sens très social. C'était, comme d'ailleurs le désirait André Malraux, le premier occupant du ministère de la Culture, c'était donner accès à la culture à des personnes dont le capital économique était faible et dont les barrières symboliques et sociales étaient importantes. Aujourd'hui, pour Laurent Wauquiez, qu'est-ce que c'est la démocratisation? C'est donner la priorité à une culture gauloise, traditionnaliste, populiste, folklorique. En fait, Nicolas Dubourg explique bien que non, la culture n'est pas élitiste, parisienne et forcément de gauche. Il explique que chaque jour, des compagnies et des artistes travaillent dans des quartiers populaires, en zone rurale, en prison ou auprès de personnes en situation de détresse psychiatrique. Que réclament-ils? Des moyens. Nous n'avons pas failli. Nous sommes prêts à en faire 1000 fois plus. Mais quand on propose des ateliers à l'école, à l'université, des interventions à l'hôpital ou en prison, les portes se ferment parce qu'on nous répond qu'il n'y a plus de budget. En fait, ce qu'il faudrait, par exemple pour élargir les publics, pour les rajeunir, ce serait des médiateurs, un travail de relais avec des associations, des programmes de pratique artistique, bref, du personnel et des compétences. Alors, évidemment, il réclame une vraie politique de la culture pour refinancer, au contraire, un secteur qui ne l'a pas été depuis 20 ans et remettre tout le monde à flot. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il remet la culture à sa place, c'est-à-dire un service public. Et il explique que, bien sûr, cette présidente des Pays de la Loire proteste contre les subventions, contre les budgets donnés à la culture. Mais c'est un service public et il s'interroge. Il dit, si on questionnait les Français, ils seraient certainement très peu nombreux à demander le démantèlement des services publics. Quand on dit que ça coûte trop cher, qu'est-ce que ça veut dire? Que ceux qui payent des impôts, par exemple, ne souhaitent plus contribuer à l'intérêt général? On renvoie alors à la question du marché. Ceux qui veulent accéder aux services de santé, à l'école ou à la culture, n'ont qu'à se le payer. Seulement, quand vous allez au théâtre dans des pays où il n'y a pas de service public de la culture, la place ne coûte pas entre 10 et 20 euros, mais entre 80 et 150 euros. Et il rappelle qu'en France, notre exception culturelle, elle vient de là. Il y a en France la loi relative à la liberté de création, qui prévoit notamment la liberté de programmation et de diffusion. On a réussi, dit-il, à créer en France un système qui libère les artistes non seulement des influences politiques, mais aussi des influences du marché et protège la liberté d'expression. Par exemple, dans le spectacle vivant, les financements croisés entre l'État, la région, le département, les financements croisés permettent qu'un artiste ou un théâtre ne soit pas soumis uniquement à l'influence d'un maire ou d'un ministre. En France, on a un cinéma indépendant, un théâtre de création indépendant, etc. La question n'est pas de savoir si les artistes sont d'accord ou pas avec elle. La question est de savoir, avec elle, la présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, la question est de savoir si elle est contente de vivre dans un pays où les citoyens ont une liberté d'expression ou pas. C'est tout. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, réalisée par Mathieu Le Chevalier, présentée par Isabelle Royer. À notre agenda culturel, nous pouvons peut-être déjà noter dans notre agenda notre rendez-vous annuel avec le goût des autres. Il s'agit de la 14e édition du festival. Elle est intitulée Histoire d'eau de mer
et elle réunit 3 écrivains de marine, Didier Decoing, Yann Kefelec et l'écrivain aventurier Patrice Franceschi. Notez-le, les dates, c'est à partir du 16 janvier jusqu'au 19 janvier. Consultez le site de la ville du Havre pour en savoir davantage. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, surtout en famille. Peut-être offrez-vous des places de spectacle, des places de cinéma, des places de concert, des places de danse. Et puis, soyez ouverts, curieux, plein de bonnes résolutions pour l'année qui vient. Au revoir, à bientôt.